Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour faire un point sur la situation au Venezuela avec Florent Philippot qui a pris la parole à ce sujet. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost également de la vidéo. Ça prend quelques secondes et ça permet de soutenir bien sûr la chaîne. On écoute Florian et on en parle juste après. D'abord, c'est une opération qui, au regard du droit international, est illégale. C'est une opération militaire. Il y a eu, selon la presse, environ 40 morts, des bombardements, etc. dans un pays souverain, le Venezuela. Alors, elle a un nom, elle s'appelle Absolute Resolve. Elle a eu lieu dans la nuit du 2 au 3 janvier, avec 150 aéronefs américains mobilisés, des hélicoptères qui transportaient des forces spéciales pour aller dans le palais de Nicolás Maduro, donc qui était le président du Venezuela, et pour les enlever. Lui, c'est le mot qu'il faut utiliser, c'est comme ça, lui et son épouse Cilia, qui ont été ramenés ensuite en bateau à New York, qui sont actuellement incarcérés dans une prison fédérale de Brooklyn. Tout ça a été fait en 5 heures. En 5 heures. Selon le New York Times, ce 3 janvier, il y avait depuis le mois d'août 2025, auprès d'un très proche de Maduro, il y avait une personne de la CIA infiltrée. Et d'autres autour, mais notamment un très proche. Alors, Trump a tout de suite dit, dans sa conférence de presse le 3 janvier, « Nous allons diriger le pays jusqu'à ce que nous puissions effectuer une transition sûre, appropriée et judicieuse. » Donc cette opération, on pourrait dire oui, en 2024, on va y revenir. Il n'a pas été élu dans des conditions, je parle de Maduro, régulières, donc il n'était pas considéré comme chef d'État, donc c'est pas illégal. Si, c'est une opération militaire dans un pays souverain avec enlèvement d'un chef d'État, c'est une opération illégale. Et en fait, d'ailleurs, ça ressemble, on va en parler tout à l'heure, à des opérations en Amérique latine, américaine, depuis des décennies. On va y revenir. On va voir d'ailleurs là-dessus que de la part de Trump, finalement, là-dessus précisément, c'est pas forcément hyper surprenant. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout de suite, certains comparent avec la Russie et l'Ukraine. Non, ça n'a pas de sens. Moi, je ne fais pas cette comparaison. La Russie et l'Ukraine, c'est un conflit larvé entre les deux pays depuis au moins 2014, puisque vous savez que le gouvernement ukrainien, entre 2014 et 2022, bombardait sa propre population, mais russophone, dans l'est du pays, le Donbass, 15 000 morts. On pourrait même remonter à 1991 et les fausses promesses qui avaient été faites alors à la Russie de non-élargissement de l'OTAN à l'Est. Donc, là, on n'était pas depuis 20 ans dans une guerre militaire larvée entre les Venezuela et les États-Unis. On n'est pas là-dedans. Donc, on ne peut pas comparer. Et si on compare, si on veut faire vraiment la comparaison, qui pour moi n'a pas de sens, alors ça donnerait plutôt l'autorisation à Poutine d'aller enlever et séquestrer Zelensky directement, si vous voulez. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse les comparaisons, mais il faut que ceux qui les fassent les assument jusqu'au bout. Voilà. Vous allez voir d'ailleurs, sur ce sujet, il y a quand même des réactions, notamment de la part de la France, qui sont assez cocasses dans le deux poids, deux mesures. Alors Nicolás Maduro, évidemment, quand je fais cette analyse, certains diront « vous êtes en défense de Nicolás Maduro, de sa politique ». Non, je ne suis pas vénézuélien. Je suis français, donc s'il vous plaît, ne me faites pas ce procès dans un sens ou dans l'autre. Je ne suis dans une analyse qui ne sert que les intérêts de la France et de la paix et de l'indépendance de la France. Point barre. Il a été réélu, Maduro, pour un 3e mandat en juillet 2024. Il était président depuis 2013, en fait, suite à la mort d'Hugo Chavez. Et il a été accusé de corruption. Il y a des sociétés brésiliennes qui ont reconnu, d'une répression très dure, avec beaucoup d'opposants qui sont à l'étranger, notamment dans les années entre 2017 et 2019. En 2025, il y a 500% d'hyperinflation au Venezuela. Il y a surtout une grosse difficulté économique entre 2014 et 2021. Difficulté économique et sociale renforcée par l'embargo total sur le pétrole. On va en parler. Car ça sent le pétrole, toute cette affaire, faut pas se leurrer. On va en parler beaucoup. Et puis sa 3e, donc, réélection, donc je disais en juillet 2024, 51,2% officiellement, elle a été, au sein du pays et dans beaucoup de pays du monde, mise en doute, comme dit sa fiche Wikipédia, très mise en doute. Voilà. Donc c'est clair. Donc il s'agit pas de, très loin de là, magnifier le régime de Maduro. Bon. Il faut être clair là-dessus. Mais je crois que quand on fait l'analyse, on n'est pas dans ce jugement-là, encore une fois, si on fait une analyse sérieuse en prenant de la hauteur. Mais c'est ça la situation. Alors, est-ce que c'est surprenant de Donald Trump ? Je suis pas sûr que sa base MAGA, Make America Great Again,
attend ce genre d'intervention, très honnêtement. Il s'est plutôt fait élire sur une promesse de ne plus être un président des États-Unis, gendarme du monde, plutôt être le président de la paix. Et d'ailleurs, des tweets anciens ressortent, comme ceux de Tulsi Gabbard, qui est aujourd'hui à la tête du renseignement américain, et qui avait par exemple écrit, elle a fait plusieurs tweets sur le Venezuela en disant à chaque fois qu'il y a une intervention américaine, ça sent le pétrole. Ça, c'est un tweet qu'elle avait fait en 2019. Un autre tweet qu'elle avait fait donc sur son compte X, qui sont toujours en ligne, le 24 janvier 2019, c'est celui-ci. Je vais vous le citer. Les États-Unis doivent se tenir à l'écart du Venezuela. Laissons le peuple vénézuélien décider de son avenir. Nous ne voulons pas que d'autres pays choisissent nos dirigeants. Nous devons donc cesser de vouloir choisir les leurs. Et d'ailleurs, des élus républicains du parti de Trump ont critiqué l'intervention au Venezuela. Alors, selon les médias américains, par exemple, Thomas Massie, qui est un élu à la Chambre des représentants pour le Kentucky, il a remis en question la constitutionnalité de cette opération. Il a critiqué l'absence d'autorisation du Congrès. Marjorie Taylor Greene, qui est représentante aussi de Géorgie, Taylor Greene, pardon, a dénoncé l'intervention comme contraire aux promesses anti-guerre du mouvement MAGA, ce que je disais. Selon les médias américains, au moins 2 ou 3 autres élus républicains de la Chambre des représentants auraient publié des déclarations critiques, notamment sur le risque d'une nouvelle intervention prolongée. Et on va voir effectivement que c'est l'un des problèmes. Donc, est-ce que c'est surprenant de la part de Trump par rapport à sa campagne de 2024? On pourrait le dire. Mais en même temps, attention, parce que ici on pourrait considérer que c'est une réactivation de la doctrine Monroe. Vous l'avez peut-être lu, la doctrine Monroe, c'est quoi? C'est le nom du 5e président des États-Unis, John Monroe. Il l'avait énoncé en décembre 1823. La première doctrine Monroe, c'était simplement qu'il ne devait pas y avoir d'intervention européenne sur le continent américain. Pas d'intervention dans l'affaire des Amériques. Et puis, mais ça voulait pas dire qu'il y avait forcément une intervention américaine des États-Unis sur le continent américain. C'était juste qu'on demandait à ce qu'il n'y ait plus d'intervention européenne sur le continent américain qui relève des États-Unis. Mais il y a eu ensuite, du nom d'un président Theodore Roosevelt, entre 1901 et 1909, ce qu'on appelle le corollaire Roosevelt à cette doctrine Monroe, qui justifie l'intervention des États-Unis en Amérique latine, pour la même raison. Et il y a même eu, le 2 décembre 2025, à l'occasion d'un anniversaire de la doctrine Monroe, ce qu'on appelle le corollaire Trump, que je vais vous lire. Voilà ce qu'il dit, le corollaire Trump. Il affirme le droit des États-Unis à intervenir partout où il l'estime nécessaire en Amérique, sur le continent américain, pour mieux défendre le continent des menaces que le reste du monde pourrait faire peser sur lui. La violation par les États-Unis de la souveraineté des autres États américains est ainsi présentée comme un mal nécessaire. Ça, c'est le corollaire Trump. Et en réalité, déjà, lors de son premier mandat en septembre 2018, lors d'un discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, Trump avait qualifié la doctrine Monroe de politique officielle de notre pays, ce qui avait été considéré comme une espèce de résurrection de la doctrine Monroe à l'époque. Donc, si vous voulez, pour qui écoute Trump vraiment, qu'il a vraiment suivi, ce qui se passe là, sur le continent américain, peut paraître très surprenant, et certains diront très décevant par rapport à ses promesses de campagne de 2024, bien sûr. Et je vous l'ai dit, des élus américains le disent, y compris de son camp, actuellement aux États-Unis. Et peut-être que si ça s'enlise, ils le diront de plus en plus. On verra. Mais pour qui l'écoute vraiment, dès 2018, nous avions déjà l'idée que des interventions sur le continent américain ne seraient pas forcément très surprenantes de la part de Trump. Je parle du continent américain. Et ici, on y est bien. Venezuela, continent américain. En réalité, ça s'inscrit d'ailleurs dans une longue tradition américaine d'organisation, d'intervention militaire, de coups d'État sur ce continent américain. 1950, alors je ne vais pas être exhaustif là non plus, mais 1954 Guatemala, 61 Cuba, République dominicaine en 65, pendant la période Reagan des années 80, financement des pro-contras au Nicaragua, Grenade, Panama, ou d'ailleurs en 89, Panama, donc le général Noriega qui dirigeait le pays, avait dû partir demander l'asile et puis s'est finalement rendu aux autorités américaines en 1990. C'est le cas qui ressemble le plus à ce qui se passe là, même si c'est pas tout à fait la même chose. Bref. Et c'est une tradition qu'on pourrait juger pas glorieuse. Enfin, c'est comme ça. C'est une histoire américaine. Alors, les vraies raisons. Est-ce qu'on entend beaucoup, enfin, ce qui a été mis, en tout cas, officiellement en avant par le gouvernement américain, la drogue, la lutte contre
un État, un narco-État. Ça paraît quand même... Alors attention, Trump prend des décisions extérieures et intérieures sincères de lutte contre la drogue qui tue énormément aux États-Unis. Mais d'ailleurs, le premier dealer aux États-Unis, en fait, c'est Big Pharma. Hein. Les opiacés, tout ça, qui ont fait des centaines de milliers de morts. Il faut quand même pas l'oublier non plus. Et là-dessus, son ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr., fait du boulot. Mais ici, ça ressemble beaucoup à un prétexte. Sur le Venezuela, pourquoi ? Alors, vous savez que Maduro est inculpé aux États-Unis pour trafic de drogue, depuis d'ailleurs plusieurs années. En fait, le Venezuela est assez peu sur la route de la drogue. Certes, depuis l'an 2000, il y a beaucoup de cocaïne qui part des ports vénézuéliens, mais surtout vers le continent européen. Pour moi, cela ne sert à rien de partir du point de vue du narcotrafic. Le Venezuela n'avait rien à voir avec le narcotrafic et ne représente que 1 ou 2% du marché, par exemple, de la cocaïne au monde. Mais, vous l'avez entendu, de la part de la droite française et de la part des États-Unis, c'était un narco-État, il finançait la drogue. Il vous faut bien une raison qui fait plaisir à tout le monde. Le méchant Maduro et le méchant Venezuela, bien sûr, trafiquant de drogue. La réalité, elle est tout autre. Que Maduro n'était pas de Chavez et que Maduro n'était pas un grand dirigeant, ça, c'est une réalité, il était plutôt médiocre. Que le Venezuela, c'était atrocement appauvri depuis des années, c'est aussi une réalité. Mais il faut aussi rappeler une autre réalité, c'est la faute de l'embargo américain, la même chose sur Cuba. Je vous rappelle que Cuba vit dans une pauvreté extrême depuis 50 ans par la faute de l'embargo américain, et non pas du régime qui est en place. Sans rappeler qu'à la base, Fidel Castro, il a été élevé par les jésuites, c'est un nationaliste que les États-Unis n'ont pas voulu reconnaître pour X raisons et qui a fini par se pencher vers les soviétiques parce qu'il avait besoin d'oseille. Trump vient de rappeler à tout le monde que la seule chose qui compte, et c'est quelque chose dont je vous parle depuis des semaines et certains se foutent de ma gueule, c'est le rapport de force. Il a rappelé au monde que c'était lui le plus fort. C'était un concours de bites et il l'a gagné. Pour tous ceux qui nous expliquaient que les Américains étaient finis, que le dollar était fini, qu'il n'y avait que les BRICS. D'ailleurs, je rigole, parce que tous les souverainistes, la plupart des médias alternatifs, qui ne vous parlaient que du Sud global, que des BRICS, que les États-Unis étaient finis, que Trump était le héros, que Trump était extrêmement différent, là, ils vont devoir ramer pour vous expliquer qu'ils le savaient, que machin, que c'était logique, et qu'ils l'avaient toujours expliqué. Franchement, je n'ai pas le temps, mais si j'aurais le temps, je vous ferai un zapping de toutes les dernières déclarations sur Trump depuis qu'il a été élu, et même depuis 2 ans. Personne ne l'avait vu venir, alors que c'était une évidence. Moi, j'ai toujours dit sur cette chaîne, attention avec Trump. Il faut qu'on arrête d'idolâtrer les gens. Trump, c'est America First. Et le Venezuela, avec ses réserves de pétrole, sont d'un intérêt stratégique, géostratégique pour les États-Unis, car ça va leur permettre de faire baisser le baril. Ce qui va emmerder la Russie, et du coup, Trump va avoir un levier de négociation, non seulement avec la Russie, mais par exemple avec l'Arabie Saoudite. Et puis entre-temps, la Chine avait beaucoup investi en Amérique latine. Donc là, Trump remet l'église au centre du village et surtout redit au monde que les boss, ce sont les États-Unis et que l'armée américaine est toujours valable. Mais il y a un mais, c'est que cette opération, bien sûr, menée en 3 heures, n'a été possible et uniquement possible avec l'aval de l'armée vénézuélienne et des autorités. Bien sûr que les Américains, entre-temps, ils ont déversé des millions de dollars pour acheter tout le monde. Et les bombardements que nous avons vus, c'est tout simplement ceux qui n'ont pas accepté l'argent ont été éliminés. Là encore, on envoie un message du rapport de force. Vous voyez ce qui va vous arriver si vous ne nous écoutez pas. Et là où Trump va agir de manière différente que la doctrine Monroe et que la doctrine américaine qu'on a vue ces dernières années, c'est qu'il va mettre quelqu'un à la présidence. Ils ne vont pas occuper le Venezuela d'un point de vue militaire. Ils ne vont pas envoyer des troupes au sol parce qu'ils savent qu'à chaque fois, pour les Américains, ça finit mal. Par contre, ils vont mettre cette fameuse prix Nobel de la paix qui va gérer le pays pour eux. Et elle va rentrer dans le rang parce qu'une fois qu'ils vont arroser tout le monde avec le pétrodollar, il n'y aura quasiment plus de problème. En plus, ils arrivent à un moment où la population était tellement pauvre, où l'inflation causée par l'embargo américain avait été tellement haut, que forcément qu'il ne peut y avoir que du mieux. Et d'ailleurs, Trump, dans son discours, le dit très bien. C'est la première fois qu'on entend un président américain, après une opération et la saisie, entre guillemets, d'un pays, qu'il parle de la population. Trump a bien conscience
des erreurs commises par le passé et il sait qu'il va falloir pour lui l'aval d'une grande partie de la population, sinon ils vont répéter les mêmes erreurs et ça sera un énième fiasco. Ensuite sur la base MAGA, j'entends dire ah oui mais les MAGA ne vont pas aimer. Ils vont pas aimer l'Amérique de retour, l'Amérique dans sa pleine puissance. Mais évidemment que la base MAGA va adorer ça. Trump en 3 heures de temps, sans aucun blessé, avec un sans faute, vient de leur montrer le manche. Et eux ne vont pas être contents. J'entends encore des gens me parler de droit international. Je vous rappelle que le droit international a été mis en place par l'Occident quand on était les plus forts pour asservir le reste du monde. Vous oubliez qu'à chaque fois qu'un pays n'a pas voulu obéir à nos ordres, on lui a botté le cul. Le droit international, c'est pour les gogos. C'est du fantasme politique. Et moi, ce que j'essaye de vous apprendre, c'est le réalisme politique. Et Trump vient de donner une leçon magistrale au monde. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, l'abonnement, le commentaire, le partage, le pouce, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.